Le Drive to Store a été le buzzword de l'année 2018. D'abord perçu comme le remède miracle pour les marketeurs, il a subi quelques revers, notamment en termes de privacy. Nous sommes très heureux de recevoir Olivier Magnan-Serin pour nous expliquer à tête reposée l'univers du Drive to Store, comment il a vécu cette période, les enjeux de cette thématique et de manière plus pragmatique, finalement, comment on lance une campagne en Drive to Store. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Banouz. Écoute, merci beaucoup. On va commencer par une question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis Olivier Magnan-Serin, donc je suis le CEO et le cofondateur de FeedsUp. On est une société justement de Drive to Store, alors on va définir ça un peu plus tard. Moi j'ai fondé la boîte en sortie d'école, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et une business school. On a créé FeedsUp dans l'ambition justement d'utiliser le mobile pour réconcilier les univers online et offline, arriver à joindre ces deux univers qui sont souvent disjoints. Petit à petit on est arrivé sur le métier de la publicité mobile pour le retail et du Drive to Store. Donc voilà un peu pour mon expérience professionnelle et ça fait 8 ans maintenant qu'on a fondé la boîte. Et du coup, comme disait Laurent, Drive to Store, c'est vraiment le buzzword qu'a tous les marketeurs sur le bout des lèvres. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est aujourd'hui que le Drive to Store ? Alors bonne question, parce que comme c'est un buzzword, il y a quand même énormément de gens qui l'utilisent à bon ou moins bon escient. Moi je le définirais comme toute action de communication qui vise à générer du trafic sur le magasin, de driver du trafic sur le magasin. Aujourd'hui vous avez des acteurs qui sont pas vraiment dans la publicité qui utilisent ce mot, des store locators. C'est vrai que ce sont des actions qui pourraient permettre à terme de générer du trafic. Plus communément, le Drive to Store, c'est de la publicité mobile ou pas, mais qui permet de faire venir du monde en point de vente. Voilà, c'est la manière dont je le définirais. Écoute, parfait. Par rapport à la petite introduction, est-ce que on peut faire un petit retour sur l'année 2018 dans ton secteur qui a été assez mouvementé ? Oui, alors c'est vrai que la plupart des acteurs du Drive to Store aujourd'hui, mobile ou pas, manipulent des données de localisation, puisque c'est ce qui fait la richesse finalement de ces campagnes de communication pour les enseignes, c'est la capacité à être pour l'acteur de géolocaliser finalement le mobile ou le client quelque part à qui on veut afficher la pub. Et ces données de localisation, quand elles sont croisées à un cookie ou à un identifiant publicitaire quand on parle de mobile, sont considérées comme des données personnel. Pourquoi je fais cette mini intro ? Parce que 2018, ça a été une année charnière sur les sujets de privacy avec l'entrée en vigueur notamment de RGPD, 25 mai si je dis pas de bêtises. Donc on était FeedsUp et tous les acteurs du marché hyper concernés par ce sujet-là. Et il se trouve qu'en plus de cette nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur pour tout le monde, la CNIL a décidé de s'attaquer au secteur du Drive to Store. Et donc FeedsUp et 3 autres acteurs, on a fait l'objet d'une mise en demeure effectivement à l'été, entre l'été et octobre 2018. Généralement, ce qui nous était reproché, c'était la manière dont on récoltait le consentement de l'utilisateur pour accéder à ces données de localisation, à ces données qui sont considérées comme personnelles. Donc ça a été une année charnière à la fois pour le marché en termes de structuration, puisque avant ça, on était concentré sur la récolte de consentement, puisqu'on ne nous disait pas qu'il n'y avait pas de récolte de consentement, on nous disait attention messieurs, la manière dont vous le faites, ce n'est pas conforme avec la nouvelle réglementation. Donc ça a été très structurant à la fois pour le marché et pour nos sociétés parce que ça nous a placé un peu sous le feu des projecteurs, même au niveau international. Quand je dis nous, c'est à la fois les acteurs et le secteur du Drive to Store, ça a mis une lumière quand même malgré tout un peu plus forte sur ces dispositifs. On a des acteurs américains maintenant qui nous contactent en mode hey, comment est-ce qu'on fait pour être GDPR compliant ? Donc c'est c'est la cerise sur le gâteau qui n'était pas forcément très bon, mais voilà, aujourd'hui ça fait qu'on est un peu en tête de proue sur ces sujets-là en France et à l'international, et ça a été charnière parce que ça nous a au niveau business ça nous a quand même impacté, ça a impacté tout le secteur, et ça a pu faire se poser des questions à des annonceurs qui se disaient mais mince, en fait tout le Drive to Store est mis en cause, donc peut-être que je devrais arrêter de faire du Drive to Store. Bon, fort heureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le besoin pour une enseigne d'opérer des campagnes de publicité mobile, il n'a pas disparu parce que les utilisateurs sont toujours sur mobile. Le mobile apporte en plus de ça cette capacité de géolocalisation, d'être capable de diffuser une publicité digitale uniquement à des personnes qui se trouvent à proximité géographique du point de vente de destination. Donc ça, c'est
hyper puissant parce que si vous faites une campagne nationale pour un réseau de magasins qui a 30 points de vente sur la France, vous allez taper des zones nécessairement qui ne sont pas couvertes finalement par l'enseigne. Donc ce besoin-là n'a pas disparu. Et puis les données de localisation telles qu'on les manipule aujourd'hui, elles apportent un plus par rapport à ce que peut faire une enseigne aujourd'hui en matière de communication locale, c'est sur le ciblage. Parce que les enseignes, on parle beaucoup de digital et évidemment vous les premiers, mais les enseignes, quand elles communiquent en local aujourd'hui, elles sont encore beaucoup sur des dispositifs offline, voire papier. Et donc la possibilité qu'offre le Drive to Store de cibler un smartphone par rapport à sa position instantanée, mais aussi au lieu qu'il a pu visiter par le passé, c'est une innovation majeure pour le retail dans la manière dont ils peuvent communiquer en local. Voilà. Donc ça a été charnière pour toutes ces raisons-là. Du coup, tu nous parles d'actions offline, d'actions online, beaucoup de géolocs et de mobile. Est-ce que tu as quelques informations chiffrées à nous communiquer pour qu'on évalue un petit peu la taille de ce marché, que ce soit en nombre de clients, que ce soit en volume d'affaires, que ce soit en nombre d'utilisateurs ou de points de vente, peu importe, mais pour les auditeurs de Banous? Bonne question. Déjà, le marché au global, nous, de la communication locale, c'est ce qu'on évoquait en off. Il est de environ 10 milliards d'euros d'investissement par an sur le marché français. Là-dedans, c'est essentiellement du offline. Donc, la part du digital est inférieure à ce qui se fait en moyenne. Les chiffres que j'ai, c'est autour d'une vingtaine de % d'investissement en digital. Donc, nous, ce qu'on voit en termes d'opportunités, déjà, c'est qu'il y a une marge de progression. Maintenant, sur le marché en lui-même, c'est un marché dans lequel on peut faire rentrer plus ou moins d'acteurs. Des gens comme Google ou Facebook, qui ne sont pas des spécialistes, loin de là, des sujets retail ou drive to store, prennent des portions de ce marché qui sont assez difficiles à évaluer. Ce que je peux estimer, c'est que les acteurs spécialistes du sujet sur la France, je dirais que c'est quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Si j'additionne les chiffres qui sont communiqués par tous les acteurs, on doit être à quelques centaines d'enseignes qui travaillent sur ces problématiques-là, enseignes / quelques marques également qui y travaillent. Et en termes de points de vente, tout dépend des approches qu'on peut avoir. Et on peut avoir une approche sur l'ensemble du réseau, notamment quand on manipule, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, mais quand on manipule de la donnée GPS qui ne nécessite pas d'implémentation de hardware en magasin. Nous, chez FeedsUp, on a aussi une partie de notre métier qui est pour mesurer un peu mieux si un smartphone rentre dans un magasin, on peut être amené à installer des dispositifs in-store. Chez FeedsUp, on parle de quelques milliers de points de vente qui sont équipés par cette technologie-là pour un peu moins de 150 clients enseignes qu'on accompagne et qu'on a pu accompagner. Voilà. Et du coup, je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur tout de suite cette partie équipement des points de vente en termes de mesures. On parle de quoi exactement ? Alors le besoin, en fait, quand on opère ces campagnes locales de Drive to Store, c'est quand on a une enseigne, c'est est-ce que ça ramène du business ? Est-ce que ça ramène du trafic dans mon magasin ? C'est vraiment la question qui est posée et c'est ce qui fait qu'on s'est positionné sur ce marché-là. Donc pour estimer si le smartphone qui a vu la publicité, enfin le Mobinote qui est derrière, mais se déplace en magasin après avoir vu la pub, il faut obtenir la localisation de ce même smartphone dans les heures ou les jours qui suivent pour savoir s'il se présente bien dans le magasin de destination. Et pour réaliser ça, il y a plusieurs manières de le faire. Alors nativement dans votre smartphone, vous avez quelques technologies et notamment la puce GPS qui permet de détecter votre position. Mais le constat qu'on a fait au début de la boîte de FeedsUp, c'est que le GPS avait un niveau d'imprécision au-delà duquel on pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'au mieux, dans un champ en plein milieu du Cantal, les satellites vous géolocalisent à 10 mètres près. En ville, c'est un environnement qui est plus bruité. Vous avez des bâtiments, vous avez des gens. Et donc, le niveau de précision en ville est plutôt de l'ordre de 25 à 100 mètres. Sauf que 25 à 100 mètres, quand on parle de retail, alors si vous êtes un hypermarché, encore une fois, alors désolé pour le Cantal, hein, c'est une très belle région, mais si vous êtes un hypermarché au milieu du Cantal, 100 mètres, on est certain que vous êtes dans l'hypermarché, il n'y a pas de doute. Par contre, 50 mètres dans une rue marchande ou dans un centre commercial, ça peut être un certain nombre de points de vente, voire même des points de vente concurrents. Et donc, il a fallu qu'on développe des technologies qui soient beaucoup plus précises, qui permettent de
remplacer finalement ou de compléter le GPS. Et donc dès le début de FeedsUp, on a travaillé à développer des technologies qui ont très vite été basées sur le Wi-Fi, qui permettent d'identifier si un smartphone, quand il rentre au sein d'un point de vente, est bien dans l'enceinte du magasin et non pas dans le magasin d'à côté. Donc on a une pression de l'ordre de quelques mètres avec ce type de technologie. Alors nous, on utilise le Wi-Fi. On pourrait aussi considérer par exemple le iBeacon qui fonctionne en Bluetooth. C'est une solution qui est viable. Après, il y a des subtilités liées à la quantité de smartphones que vous allez être capable de détecter. Parce que si vous opérez une campagne sur 3 millions de personnes et que vous êtes capable de mesurer sur 3000 d'entre elles, la mesure n'est pas très représentative. Et l'avantage du Wi-Fi tel qu'on l'utilise, c'est qu'on arrive sur des volumes beaucoup plus importants. Et du coup, est-ce que vulgairement, je pourrais le résumer en disant j'ai un utilisateur qui a été exposé à un interstitiel mobile. Derrière, tu vas mesurer sa venue dans le point de vente avec les ondes qu'émet son téléphone par rapport au Wi-Fi du point de vente. Alors effectivement, la manière dont ça fonctionne, c'est que votre smartphone, il émet en permanence des données Wi-Fi, des ondes, et nos dispositifs sont capables de détecter ça quand votre smartphone passe à proximité des balises qu'on installe au sein du magasin, que ce soit en rayon ou à l'entrée. Donc tu paramètres quelque chose de spécial dans le système Wi-Fi du point de vente en fait ? Alors ça peut être dans le système Wi-Fi ou alors on peut installer des petites balises qui font la taille d'un smartphone, qui se branchent sur une prise électrique dans le magasin. Donc évidemment, c'est pas visible parce que c'est pas très beau, donc c'est dans les faux plafonds, c'est dans la PLV, et ça nous permet de détecter les smartphones qui passent à proximité. Ok, très clair. Concrètement, si je suis une marque qui souhaite donc lancer une campagne avec vous, comment ça se passe ? Alors, la première des choses, en fait, c'est que notre client, effectivement, vient nous voir avec un objectif, généralement de la génération de trafic, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et la première des questions qu'on lui pose, c'est d'abord quel est le périmètre sur lequel toi, marque ou enseigne, tu veux opérer. C'est-à-dire, si tu as un réseau de 300 points de vente, est-ce que tu veux opérer sur les 300 magasins, sur les magasins de Rouen, Marseille et Lille ? Voilà, donc ça, c'est vraiment la première question, c'est sur quel périmètre. Ensuite, effectivement, c'est quelle offre, et donc on décline ça en matière de créa. Ensuite, nous, on s'occupe de diffuser pour le compte de l'enseigne ou de la marque la campagne en programmatique mobile, effectivement. Donc, quelque part d'afficher la publicité du client dans les meilleurs espaces, dans les meilleures applis. Spécifiquement, chez FeedsUp, on s'est amusé à développer, mais ça a du sens, des algorithmes qui sélectionnent les meilleurs emplacements au sein des applis. Meilleur emplacement équivaut à l'emplacement qui a le plus de chances de générer une visite physique à la fin. Parce que la plupart des plateformes digitales, quand vous achetez de la pub aujourd'hui, elles optimisent le clic. Et nous, on optimise la visite là-dessus. D'accord. Justement, vous regardez le clic ou l'impression. Comment vous faites pour calculer ? Par rapport au nombre de personnes qui se déplacent en fait Exactement, ouais. Alors effectivement, on regarde les personnes qui sont imprimées par les publicités, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que l'événement de cliquer sur une bannière n'augmentait pas les chances enfin en tout cas pas significativement, qu'un utilisateur après avoir cliqué se déplace ou non en point de vente. Donc on regarde toutes les personnes qui sont imprimées et on évalue quel pourcentage parmi ces personnes-là se déplacent ensuite effectivement dans le magasin. Mais on peut aller aussi au-delà, c'est-à-dire voir l'incrément que peut apporter la campagne par rapport à quelqu'un qui naturellement serait venu dans le magasin. Et donc là-dessus, on est capable de créer des sortes de populations de témoins qu'on n'expose pas à la campagne, mais dont on regarde si elle se déplace dans le point de vente, par exemple à 0,5%. Et puis on voit que les gens qui sont exposés à la campagne se déplacent à 1%, et ça nous permet donc de mesurer l'incrémental de la campagne et donc de rassurer quelque part aussi le client qui se dit j'investis, mais c'est pour une bonne raison, c'est que ça augmente la visite des personnes qui voient la pub. Et est-ce qu'il y a une technique particulière pour générer des nouvelles visites du coup ? Parce que évidemment, souvent les marques veulent du nouveau client, c'est pas nouveau. Du coup, parce qu'on peut vite s'imaginer que tu peux sciemment ou inconsciemment cibler des personnes qui vont régulièrement dans ce point de vente. Effectivement, le plift sera très limité. Mais est-ce que tu as des techniques, toi, par exemple, qui te permettent de dire non, je vais aller faire de la vraie prospection et aller cibler des profils qui ne sont pas venus dans le point de vente, peut-être par exemple en ayant utilisé les données que tu récupères de ce fameux Wi-Fi, par exemple, non ? Alors oui, effectivement, on peut utiliser les données du Wi-Fi ou du GPS d'ailleurs, puisque si on sait qui vient dans le point de vente, on peut tout simplement les exclure d'éventuelles campagnes de conquête pour aller chercher que du nouveau trafic. Et toutes ces données de localisation, elles peuvent nous permettre aussi, alors les données Wi-Fi, elles sont propres au magasin, on ne les utilise que pour le magasin client. Par contre, les données GPS qui sont manipulées, elles sont
propriété de notre société, de FeedsUp. Et donc, on peut détecter, par exemple, quand un smartphone va dans le magasin concurrent ou est hybride entre un magasin concurrent et le magasin de notre client, ou vient tout le temps chez notre client. Et donc, ça nous permet aussi de segmenter la campagne en fonction de ces comportements-là. Alors, pour être super pragmatique, l'annonceur, quelles sont les métriques qu'il doit surveiller et quelles sont en fait les principales optimisations à apporter durant une campagne Drive to Store? Alors, moi, je dirais que la principale métrique à suivre, c'est la visite. Puisque le principal but du Drive to Store, c'est de faire venir du monde. Donc, il faut regarder la visite. Ça commence à devenir un peu plus un réflexe pour les enseignes quand elles opèrent du Drive to Store, mais il y a 4-5 ans, c'était vraiment pas le cas. Donc voilà, la visite, le taux de visite, du coup, quel pourcentage des gens qui voient la pub viennent. On peut aller un peu plus loin avec l'incrémental. Est-ce que, au-delà des visites générées, est-ce que ça les a générées plus fortement grâce à la campagne que ce que ça aurait fait sur une population témoin? Et les optimisations, par contre, là, elles peuvent être hyper nombreuses. Chez FeedsUp, on a développé des algos, par exemple, qui optimisent sur 60 critères. Alors, il y a les plus traditionnels, dans quelle app j'affiche, quel format, etc. Après, il y a toutes les données de localisation, c'est-à-dire quelle est la distance du smartphone à qui j'affiche la publicité par rapport au magasin de destination. Il y a également quelle est la typologie du magasin de destination. C'est beaucoup plus facile de faire déplacer quelqu'un dans un centre commercial que dans une concession automobile, par exemple. Donc, voilà, je vous dis, chez nous, c'est 60 critères qu'on optimise et on essaye d'en ajouter régulièrement qui nous permettent d'aller optimiser au mieux la campagne et de maximiser finalement quand un client investit par exemple 100 000 euros chez nous, d'aller essayer de maximiser le nombre de visites qu'on va lui renvoyer grâce à cet investissement. Et est-ce que tu aurais un exemple de campagne sur lequel tu es super fier d'avoir opéré avec des beaux résultats ou juste parce que c'était une belle opération à nous partager? Ouais, alors heureusement, il y a plein de campagnes dont on est fier, mais les plus récentes, là, on a bossé avec Thomas Cook, par exemple, donc un acteur du voyage. On a réussi à faire rentrer pas mal de monde dans ces agences de voyage. J'ai plus le chiffre exact et m'en voulez pas, mais c'était plusieurs dizaines de visites par agence de voyage sur une période de, je crois, 2 ou 3 semaines. Alors ça peut paraître faible comme chiffre, mais faire rentrer du monde dans une agence de voyage au 21e siècle... C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est cavalier, on va dire. Voilà, donc on était assez fiers de cette opération et d'ailleurs on bosse vachement bien avec leurs équipes, donc on est hyper contents. Mais c'est vrai que les résultats peuvent être hyper variés en fonction des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des industries dans lesquelles, par exemple dans le vêtement, dans le centre commercial, où on arrive à faire déplacer des gens pour 1 euro ou 2 euros d'investissement média. Et puis il y a des univers où c'est beaucoup plus complexe. Le plus compliqué étant par exemple l'univers de l'automobile haut de gamme, où on peut être amené à dépenser 150, 200 euros pour faire rentrer quelqu'un dans une concession d'une marque haut de gamme. Donc c'est vraiment très varié. Et c'est aussi lié à... On réinvente pas le métier du retail. Nous, on essaye de le mettre en lumière dans sa zone. Mais si les gens n'ont pas prévu d'acheter une Porsche, on ne les fera pas venir. Si on fait un peu de prospective, comment tu vois l'évolution du marché ? Donc le marché, il a été, on l'a dit tout à l'heure, très impacté, notamment par les sujets privacy en 2018. On a des enseignes qui ont été un peu plus prudentes vis-à-vis des sujets Drive to Store. On voit fort heureusement que ça, c'est en train de repartir dans le bon sens, que ça se décrispe aussi parce que les acteurs qui ont été mis en demeure par la CNIL, dont FeedsUp, bon, on en est sorti par le haut. On a été, entre guillemets, adoubé par la CNIL, donc ça a aussi vachement rassuré nos interlocuteurs. Voire même aujourd'hui, on arrive avec beaucoup plus, tous les acteurs du marché arrivent avec beaucoup plus de garanties juridiques auprès d'une enseigne quant à notre conformité RGPD. Maintenant, on voit qu'on est le Drive to Store en France notamment. Il y a énormément d'acteurs sur un marché qui est pas si gros. Ça s'explique parce qu'on a eu les success stories Criteo, on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont voulu suivre ces pas-là et tant mieux. Mais c'est vrai que quand on regarde d'autres marchés comme les États-Unis, même les UK ou autres en Europe, en France, il y a une intensité concurrentielle qui est forte. Donc, ma lecture effectivement d'entrepreneur, c'est que il va y avoir besoin de consolider ce marché-là pour faire émerger un leader, parce que sinon ceux qui vont en bénéficier, ce ne sont pas les acteurs français, ce sont Google, Facebook qui eux perdent pas de temps, même si aujourd'hui ils sont
assez en retard quand même technologiquement sur ces sujets-là. Ça reste des équipes de plusieurs milliers d'ingénieurs et donc pour valoriser le savoir-faire français et toutes les technos qu'on a développées, je pense effectivement que le marché va se consolider. Ouais. Et c'est vrai que Google et Facebook ont quand même, rattrapent leur retard sur le sujet. Quand tu vois Google avec Google My Business et tout ce qu'ils sont en train de faire sur la présence management notamment, on voit qu'ils sont à la lecture, qu'ils lisent ce marché de manière très 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 proche et qui s'y intéressent particulièrement. Et quand on voit aussi les performances de Facebook, parce que bon, évidemment les consommateurs sont sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez impressionnant. Il y a encore de la place pour les acteurs français, comme tu disais, par rapport à ces gros mastodontes qui sont quand même des gros carrefours d'audience. Alors, tu l'as dit sur la fin, c'est que leur gros atout, c'est que ce sont des carrefours d'audience. Nous, ce qu'on constate, c'est que les solutions technologiques qui sont proposées par ces acteurs-là pour le retail ne sont pas encore spécialisées réellement sur les besoins du retail. Alors, ils sont intelligents, donc ils sont en train de travailler des partenariats avec certains retailers, mais en France notamment, les enseignes sont prudentes quant à l'idée de partager des données avec ces acteurs américains. On les a vus cannibaliser d'autres secteurs d'activité, donc je pense que le retail est aussi prudent pour ne pas se faire cannibaliser. Il y a déjà Amazon, donc ça c'est déjà un atout pour les Français, c'est de se dire on est indépendant, on va pas prendre votre donnée pour vous la cannibaliser, mais pour la magnifier. Et puis, on a quand même développé énormément de technologies qui sont propres aux besoins de l'enseigne. Là où des acteurs comme Google, Facebook ont construit des outils plutôt pour les marques, plutôt pour faire du natio. Donc le multilocal, c'est pas encore leur dada. Et puis, si vous n'avez pas 1 million d'euros à investir à l'année, je ne suis pas sûr que Google ou Facebook ils vous parlent. Et il y a encore aujourd'hui assez peu d'enseignes qui investissent ces montants-là. Donc, certes, il y a des sociétés tierces qui distribuent les solutions de Google, mais du coup, c'est pas Google ou Facebook qui y va. Donc, on se dit qu'il y a une place à jouer. Maintenant, voilà, on les voit de plus en plus. Il y a aussi Waze qui est dans le giron Google. Et Google encore. Ouais, qui est dans le giron Google. Après, c'est quand même un carrefour d'audience qui est très spécifique parce que vous touchez des automobilistes quand ils sont au feu rouge. Donc, est-ce qu'il va vraiment changer son itinéraire parce qu'il a vu une publicité pour changer ses pneus alors qu'il est en train d'aller au boulot? Pas sûr, mais en tout cas, c'est un carrefour d'audience qui, notamment dans l'auto, fait vachement écho parce que si vous avez une voiture, certaines marques considèrent que vous allez vouloir en racheter une. Donc, écoute, Olivier, super intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Merci à vous. Et écoutez, comme beaucoup de gens, j'ai un LinkedIn, donc Olivier Magnan-Sorin, et puis un Twitter. Je suis pas hyper actif, mais je tweete un peu sur Omagnan, voilà. Écoute, on va te suivre et merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à tous. À bientôt. Merci.